Spécial sur la Turquie qui nous a été remis, nous allons donc parler aujourd'hui de la politique étrangère turque qui se tourne vers l'Eurasie. On a déjà parlé plusieurs fois de la Turquie, je vous renvoie ici principalement sur nos anciennes vidéos qui traitent du sujet et qui sont un bon complément à cette vidéo. La Turquie, c'est un pays véritablement au carrefour du monde. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos sur son sujet, l'histoire l'a aussi montré, son emplacement géographique à cheval sur le détroit du Bosphore est extrêmement important. Certains doivent le savoir, on a nommé d'ailleurs l'Empire ottoman la Sublime Porte, en référence au passage de la porte d'honneur du grand vizir par les ambassadeurs français sous François Ier. On peut tout à fait reprendre ce symbole de porte pour comprendre que la Turquie est la porte vers l'Asie pour nous autres Européens, et inversement la porte vers l'Europe pour les Asiatiques. Le pays se situe parfaitement au carrefour des civilisations, cela s'est retrouvé dans l'histoire de l'Empire ottoman puis de la Turquie contemporaine surtout, avec une tendance toujours à cheval et une politique faite de décisions cruciales. La Turquie doit-elle suivre le chemin vers l'ouest ou une voie plutôt tournée vers l'est? Un choix qu'on retrouve souvent pour les pays en bordure continentale comme la Russie. Je tiens à préciser qu'on fera une vidéo à part sur la politique étrangère de la Turquie en Afrique et notamment en Libye, donc on va rester assez vague ici sur le sujet. Donc tout d'abord, voyons voir une politique étrangère longtemps tournée vers l'Occident. La Turquie moderne, c'est-à-dire à compter de la fin de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale et la naissance de la République turque, a suivi une politique d'occidentalisation portée par la figure d'Atatürk. Une occidentalisation brusque puisque ce dernier déplace la capitale d'Istanbul à Ankara, occidentalise le pays à travers plusieurs réformes radicales pour rompre avec le passé ottoman et islamique, il inscrit la laïcité dans la constitution, supprime l'islam en tant que religion officielle, abolit les instances chariatiques, donne le droit de vote aux femmes et remplace l'alphabet arabe par l'alphabet latin. Tout ce processus se déroule dans les années 20 et 30. C'est une révolution sociale et culturelle permise par le soutien de l'armée et une logique de parti unique. Petite parenthèse d'ailleurs, mais on note aujourd'hui, ou plutôt on notait encore ce rôle de l'armée très kémaliste, c'est-à-dire prête à destituer le pouvoir pour le redonner aux institutions, dans une logique idéologique proche des fondements de la République turque. Et je fais ici écho, bien entendu, au coup d'état manqué de 2016 en Turquie. Parenthèse terminée, parlons rapidement de la politique étrangère de la Turquie pendant le XXe siècle. Cette politique étrangère est assez timide sur certains aspects. Le pays cherche avant tout à se consolider sur ses bases internes. La Turquie se range du côté occidental tout au long du XXe siècle et notamment pendant la guerre d'Algérie, la Turquie est le seul pays musulman à soutenir l'action de la France face au FLN. C'est aussi le premier pays musulman à reconnaître Israël en 1948 et à poursuivre des relations cordiales avec. Pour faire écho à cette relation avec Israël, il faut comprendre que la Turquie est en conflit avec la Syrie, autour de la province de Hatay. Cette ancienne province de l'Empire ottoman était peuplée de Turcs et d'Arabes alaouites, elle est ensuite passée sous mandat français puis cédée à la Turquie en 1939. La Syrie n'a jamais véritablement accepté ce legs. La Turquie se brouille aussi avec la Syrie sur la question du contrôle des eaux du Tigre et de l'Euphrate. On peut aussi citer le désaccord turc et syrien vis-à-vis des activistes kurdes du PKK qui mènent alors une lutte nationaliste kurde opposée au régime turc, notamment via des actions terroristes et utilise la Syrie comme base arrière. Du côté de son voisin irakien, la Turquie s'entend bien avec le royaume d'Irak, ils font en effet partie tous les deux du pacte de Bagdad de 1955 à 1975. Ce pacte, qui regroupe le royaume d'Irak, la Turquie, le Pakistan, l'Iran du Shah et le Royaume-Uni, est tourné vers l'Occident et a pour but de fédérer pour endiguer les tendances socialistes et pan-arabes soutenues par l'URSS, principalement en Égypte et en Syrie. Mais même avec la révolution irakienne et l'arrivée du parti Baas, les relations restent cordiales car forgées autour de l'importation de pétrole irakien vers la Turquie. Aujourd'hui du côté iranien, les relations entre les deux pays sont complexes et souvent rivales, surtout avec l'arrivée au pouvoir de la théocratie chiite. La Turquie au XXe siècle, occidentalisée, laïque, est en totale contradiction avec le régime théocratique iranien. La Turquie d'Erdogan, tournée vers l'objectif d'être le pays leader du sunnisme, se heurte aussi à l'Iran chiite. Pour faire bref, pendant ce XXe siècle, la Turquie est tournée vers l'ouest, c'est-à-dire les États-Unis, l'OTAN, puis s'ajoute l'Union européenne. L'Occident qui l'accueille à bras ouverts pour deux raisons, son occidentalisation marquée et bien sûr sa situation géographique qui permet de contrôler les ports soviétiques de la mer Noire. Depuis la fin de la guerre froide, la Turquie a conservé ses prédispositions pour l'Ouest, mais l'évolution du monde géopolitique, le déplacement des pôles vers l'Asie, l'arrivée au pouvoir d'Erdogan et le manque de volonté et d'attractivité de l'Occident vont changer la donne. La Turquie va chercher de nouveaux partenaires en dehors du monde occidental et suivre sa propre voie. Et maintenant, voyons voir le tournant à 360 degrés de la politique étrangère turque. La Turquie est de plus en plus remise en question par les acteurs européens avec un contexte de crise récurrente avec ses alliés traditionnels, crise sur la question migratoire, tension autour de la recrudescence de l'islamisme,
conflit frontalier avec la Grèce ou encore Chypre, sans oublier le fait que son processus d'adhésion à l'Union européenne est au point mort. On peut y voir aussi le reflet de sa transformation politique interne sur sa politique étrangère. La Turquie d'Erdogan ne se bloque pas face à des partenaires critiqués pour leurs lacunes démocratiques. Le terme utilisé par les autorités turques est même celui d'une diplomatie à 360 degrés. Comprendre par là une diplomatie en fait pragmatique pour que la Turquie puisse pleinement jouer le rôle de pivot qu'elle s'attribue sur la scène internationale. Pour les autorités turques, le pays ne fait que réajuster sa politique étrangère selon les réalités d'un monde dans lequel le poids de l'Asie ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire un monde tourné vers l'Eurasie, la Russie d'abord mais aussi la Chine, qui apparaissent comme des acteurs avec qui Ankara, c'est-à-dire la Turquie, pourrait tisser des liens plus forts. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la Turquie, qui a glissé vers l'Occident dès la chute de l'Empire ottoman, en toute logique, puisque c'était le pôle dominant, est en train de réaligner son axe vers l'Asie. Depuis 2000, sa politique intérieure subit également des changements propres, le retour du sunnisme sur le devant de la scène, la neutralisation des cadres kémalistes de l'armée, l'intervention dans l'espace néo-ottoman par exemple en Libye, mais aussi jusqu'à la Corne d'Afrique, en bref une politique plus assurée. Bien sûr, il ne faut pas avoir ce raisonnement simpliste comme quoi la Turquie s'allierait contre l'Occident avec la Russie ou la Chine. En fait, la Turquie fait le pari d'un monde de demain multipolaire qui a déjà commencé. C'est une vision plus nuancée dans un monde qui tend à la multipolarité et où la centralité de l'Occident est dorénavant mise en cause. Dans une troisième partie, nous allons parler de l'eurasisme comme doctrine diplomatique de la Turquie contemporaine. L'Eurasie est devenue populaire dans les milieux universitaires et politiques turcs au début des années 90, c'est-à-dire au moment où les républiques turcophones de l'Asie centrale accédèrent à l'indépendance après la chute de l'URSS. Et je vous renvoie ici par exemple à ma vidéo sur le Kazakhstan où on parlait déjà de l'influence turque en Asie centrale. Les Anatoliens, c'est-à-dire les Turcs, s'appuient sur un soft power en commun hérité de l'histoire turco-mongole et de l'islam sunnite. Les Turcs appellent d'ailleurs ces peuples d'Asie centrale et les turcophones les Turcs de l'extérieur. Ces Turcs de l'extérieur ne sont d'ailleurs pas à confondre avec les Turcs de la diaspora, comme on retrouve par exemple en Allemagne. Il s'agit en fait de l'ensemble des populations qui parlent des langues turques, quelle que soit leur nationalité. Géographiquement aujourd'hui, cela se réfère par exemple à l'Asie centrale, Kazakhstan, Turkménistan, Kirghizistan, etc., mais aussi à l'Azerbaïdjan jusqu'au Xinjiang chinois ou à la Sibérie russe. Côté soft power, on a par exemple une chaîne de télé qui a été lancée en 92 pour émettre des émissions à destination des peuples turcophones de l'ex